bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz, une émission qui sera essentiellement consacrée à l'économie de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis le 24 janvier de l'année en cours, la République démocratique du Congo a connu sa première alternance, ou je dirais mieux sa première passation des pouvoirs entre un ancien président de la République sortant et un nouveau entrant. Et ceci nous pousse à réfléchir autrement sur la nouvelle politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, principalement autour de l'économie. Quelle économie ou quelle stratégie économique le président doit adopter pour faire rayonner la République démocratique du Congo? C'est donc ça le sujet principal de notre magazine. Et pour en parler, nous avons sur ces plateaux un habitué de cette émission. Lui, c'est M. Patient Katabana Baraka. On l'a déjà reçu ici pour évoquer la question de la diaspora. Il a déjà parlé de la dévéloterie, mais aujourd'hui, il va parler de l'économie de notre pays parce qu'il est quand même, je dois vous le rappeler, un spécialiste en la matière. Il a un diplôme de licence en économie obtenu ici à l'actuelle Université catholique du Congo, ex-faculté catholique. Il a également d'autres diplômes, notamment une maîtrise en gestion des entreprises qu'il a obtenu aux États-Unis. Bon, je ne peux pas m'hasarder de prononcer les noms de l'université alors que j'ai un anglais très médiocre. Il a également une maîtrise en santé publique, obtenue toujours aux États-Unis, puis il est consultant en matière d'immigration. Monsieur Patient, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Je crois avoir très bien présenté votre biographie. Non, très bien, mais peut-être pour les États-Unis, je suis allé à Grand Valley State University, c'est là où j'ai fait ma maîtrise en management of organization. Et puis c'est là où j'ai obtenu également ma maîtrise Public Health and Mental Health. Donc c'est Grand Valley State University, which is located in Michigan. Voilà, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, est-ce que vous faites partie aussi de ces lots de Congolais de la diaspora qui passent par des centres de formation, 9-10, ils obtiennent des brevets de formation qu'ils viennent brandir ici comme des titres académiques, ou vous avez vraiment fait l'université normale, vous avez donc des titres académiques? Monsieur Hervé, je pense que c'est pour question de transparence, pour question de redevabilité, nous devons être capables de prouver la traçabilité de nos diplômes. Et lorsque vous parlez de la traçabilité, comme moi-même je l'ai dit, je suis licencié agrégé en économie et développement de l'Université catholique. Voilà, l'Université catholique. Et donc, si vous allez, vous allez à Grand Valley State University, vous pouvez avoir là où vous pouvez les écrire un email ou bien un numéro de téléphone pour dire qu'est-ce qui est Patient Baraka, qu'est-ce qu'il a fait là-bas. Et on va vous donner les données. Donc, c'est quelque chose qui est public, ce sont des informations publiques. Mais il faut dire que c'est là qui se donne à faire un cursus académique. Parce que Masters aux États-Unis, c'est 4 ans. Ça nous prend 4 ans pour faire un Masters. Donc, c'est vraiment un sacrifice. Il faut l'accepter dans ce sens-là. C'est un sacrifice que nous consentons pour pouvoir pousser de loin nos études. Pendant qu'il y a aussi des formations, ceux-là qui n'ont pas peut-être la licence et qui n'ont pas maîtrisé l'anglais pour aller dans une université américaine, ils peuvent faire des formations vocationnelles, des formations d'adaptabilité où ils peuvent obtenir des certificats, comme tu l'as dit, en gestion, en marketing. Mais là, ce ne sont pas la sommité de l'université. Parce que moi, je me présente ici en tant qu'un ancien de Grand Valley State University et donc j'ai la credential, je représente la credential de mon université. Voilà, on va entrer dans les vifs de notre sujet. Nous évoquons au cours de cette émission les stratégies économiques à mettre en place pour voir le président de la République réussir son mandat. D'abord, avant d'entrer vraiment dans les fonds de ces sujets, M. Patient Baraka, vous avez vécu aux États-Unis, je le rappelle, pendant 18 ans. Vous avez passé pratiquement tous les mandats de Kabila en dehors du pays. Vous n'avez pas vécu ce que Kabila a fait ici. À votre arrivée, quelle lecture vous avez fait de notre économie? S'il vous était demandé de dresser un état de lieu de notre économie, qu'est-ce que vous pouvez dire? En fait, lorsque vous arrivez ici, même de loin quand nous étions aux États-Unis, on peut observer, on peut lire, on peut aussi regarder les données. C'est que l'économie congolaise, c'est une économie qui n'existait pas. Nous n'avons pas une économie, lorsque nous parlons d'une économie en termes de mondialisation. Qu'est-ce que nous contribuons
sur le développement du monde. Donc notre économie, c'est la même économie que nous avons laissée depuis plus de 50 ans, le même système précolonial et post-colonial de l'économie qui est continué à être géré dans notre pays. Et notamment, je parle beaucoup plus d'une économie extravertie, d'une économie de dépendance en matières premières. Et vous savez que les matières premières du Congo, ce ne sont pas des matières premières qui vont durer pour longtemps. Ce sont des matières qui sont extinctives. Ce sont des matières qui sont périssables, des matières qui vont finir. Ils ne sont pas des matières éternelles. Et donc, voici que c'est une économie extravertie, une économie de durabilité. C'est-à-dire, vous savez, les systèmes formels et informels mélangés ensemble. Et vous trouvez que 90% de l'économie est presque informelle. Donc, le secteur informel a pris le devant sur le secteur officiel. Et donc, en termes de produit national brut, vous avez une économie qui n'a pas connu une croissance en termes vraiment de productivité et de création de richesses. Donc, en bref, pour moi, je dirais que c'est le temps que nous devons maintenant commencer à mettre sur place des structures et des systèmes pour recréer l'économie congolaise, parce que nous n'en avons pas une. Voilà, à votre avis, qu'est-ce qui bloque pour que le Congo ait une économie vraiment stable? Non, monsieur Hervé, il faut vous inscrire dans la logique de l'histoire. C'est-à-dire que depuis l'indépendance, nous avons hérité des structures de la colonisation. Et lorsque Mobutu est venu au pouvoir, il a continué avec ces structures-là et le même système qui consistait à exporter les matières premières. Donc je vous dis que même lorsque Mouzé Laurent Kabila est venu au pouvoir, il a tenté de changer pour essayer de diversifier, mais il n'a pas eu le temps de le faire. Et lorsque Joseph Kabila a pris le pouvoir, nous avons vu il n'a pas changé le système. Au contraire, il a fortifié avec ce qu'on appelle les carrés miniers. C'est-à-dire qu'un investisseur vient au Congo, on lui donne un carré minier, il identifie, moi je vais ceci, je vais le coltan, je vais le cobalt, je vais ceci, et en contrepartie, je vais réaliser certains projets. C'était ça. Peut-être un building, peut-être 10 km² qu'il va asphalter, mais dites-moi, où est-ce que nous sommes arrivés avec ces systèmes de minerais en échange contre le développement? C'est que nous avons lamentablement échoué. Le modèle chinois qu'ils nous ont apporté ici, c'est un modèle de pillage. C'est-à-dire quoi? On leur donne un carré minier ou bien un gisement de minerais. Ils disent qu'ils vont construire telle ou telle route ou tel bâtiment. Mais la valeur de nos minerais équivaut à 10 milliards. Je suis tenté de donner des exemples. De 10 milliards, pendant que la réalisation de telle ou telle route ne vaut que peut-être 2 milliards. Et la route en question, c'est une route qu'il faut entretenir après 6 mois parce que la route ne va plus exister. Et donc, nous pensons que il y a eu des échecs et des échecs parce qu'ils ont voulu construire l'économie congolaise sur base de structures et de systèmes anciens et caducs qui ne sont pas adaptés à l'économie du XXIe siècle. C'est pourquoi je vous dis que nous avons échoué. Maintenant, nous avons la chance de recommencer aujourd'hui, de faire une nouvelle économie avec l'entrée au pouvoir du président Félix Tshisekedi. Je pense que c'est là où on doit aller. Voilà, maintenant, vous avez évoqué ici les contrats chinois, plusieurs contrats. Ce sont des contrats qui se font d'abord, je dirais, sur base des accords politiques. Alors, M. Patient Katabana, entre la bonne politique et la bonne économie, que faudra-t-il privilégier? Non, je pense que la bonne politique doit conduire la bonne économie. C'est-à-dire que... Est-ce que la politique n'a pas de l'ascendance sur l'économie? Oh, of course, ce sont des secteurs qu'on ne peut pas séparer. Mais il faut dire que c'est la vision politique, la vision des leaders au sommet de l'État qui prend des décisions et qui veut asseoir sa legacy, c'est-à-dire son histoire, son souvenir, et créer des conditions de vie qui sont acceptables et qui amènent le pays à décoller. Mais écoute, Hervé, vous ne pouvez pas parler, on attend parler le Congo va décoller, le Congo a démarré. Bon, pour qu'une économie décolle, prenons l'exemple d'un avion. Lorsque vous avez un avion, l'avion est stationnaire. Pour démarrer d'abord l'avion, il faut d'abord réunir certaines conditions. Il faut être sûr qu'il y a du carburant, qu'il y a le pilote là-dedans, que les conditions météorologiques sont réunies, que les pistes aient été évacuées pour que l'avion puisse décoller. Mais nous, je vous dis, nous avons une économie qui n'a pas encore réuni les conditions pour démarrer. Parce qu'il faut démarrer avant de décoller. Et lorsqu'on aura démarré, c'est donc vous pensez que
8 mois ou 9 mois après l'arrivée des Fatih au pouvoir, notre économie n'a pas toujours les bonnes bases ou les bases solides. Non, mais parce qu'il a hérité les mêmes structures. Donc je vous dis que si nous devons parler de la rupture, ce n'est pas seulement la rupture politique que nous demandons, mais la rupture économique avec l'ancien système qui, en fait, c'est un système de prédation des ressources, qui a enrichi les expatriés, qui a enrichi les pays qui sont venus chez nous, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, que ce soit la Chine. C'est parce qu'ils ont profité de notre naïveté, hein, plutôt que de prendre des décisions qui s'imposent pour dire que, bon, en contrepartie de tels minéraux, nous voulons voir telle réalisation. Bon, les gens se sont construits des bâtiments, des maisons, et ils se sont épousés de 3 à 4 femmes. C'est-à-dire les histoires de 30% dont on a parlé. On va en parler. Mais aujourd'hui, je pense que nous devons bâtir notre économie sur de nouvelles bases, parce que l'ancien système, je vous dis, précolonial et post-colonial n'a pas réussi à décoller l'économie congolaise. Alors vous, en tant que spécialiste en économie, vous, en tant qu'expert en la matière, quelles sont vos stratégies ou quelles sont les propositions que vous formulez à l'endroit du président de la République pour que le Congo puisse avoir une très bonne économie? Je dois corriger, je ne suis pas expert en économie, mais je suis un économiste de formation parce que l'université qui m'a formé quand même, l'université catholique du Congo, c'est une grande université et j'en suis fier d'être l'un de leurs étudiants, anciens étudiants. C'est-à-dire quoi? Nous devons maintenant nous inscrire dans la logique du XXIe siècle. Si nous voulons... C'est quoi cette logique? Non, la construction d'une économie du XXIe siècle, c'est une économie qui est basée sur le respect de l'écologie et des écosystèmes. Hein? Une économie qui est basée sur la production des ressources renouvelables, hein, et dont nous possédons suffisamment les ressources et les opportunités. Hein. Une économie qui valorise l'homme et qui améliore les conditions de vie, la qualité de la vie, s'il vous plaît. Parce que pour le moment, vous allez nous dire, je suis à Kinshasa. Hein. La qualité de la vie s'est dégradée de manière exponentielle. Parce que quand vous rencontrez des gens qui se promènent dans un taxi, ou un taxi bis, hein, 12 personnes sur une place de 4 personnes. Lorsque vous rencontrez une maison, household, qui a 10 enfants avec des parents dans des chambres, bon, vous imaginez comment est-ce qu'ils dorment. Mais vous arrivez même à dire que les gens dorment à tour de rôle. Et là, maintenant, il faut créer maintenant un nouveau concept de surchauffement des lits. Les lits, c'est parce que les gens n'ont pas tellement d'espace pour dormir. Vous regardez les infrastructures, nous n'en avons pas. Des embouteillages, non seulement on en a aussi aux États-Unis, mais on a défailli dans l'implémentation des programmes de développement au Congo. Et donc, maintenant, si vous voulez qu'on puisse parler maintenant de cette économie-là, que nous pensons que le président Félix doit entamer, c'est une économie écologique, M. Hervé, qui est basé sur 4 secteurs. Le premier secteur, c'est l'agro-industrie. L'agro-industrie, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Il va nous permettre d'abord, l'agro-industrie est divisée en 3. Nous avons la pêche, l'agriculture et nous avons l'élevage. Avec ces 3 choses, nous pouvons d'abord suppléer à la carence de la nourriture chez nous, résoudre les problèmes de malnutrition au Congo et exporter le surplus de notre production. Est-ce que, sans tout vous couper, est-ce que vous voyez la pêche artisanale que nous faisons ici être vraiment à mesure de faire décoller ou de booster notre économie? C'est pourquoi nous sommes venus ici pour dénoncer ça, les systèmes anciens. Hein. Nous avons les structures anciennes qui n'ont pas produit, qui n'ont pas réussi à nourrir le peuple congolais. Ça, c'est une pêche, tu l'as dit, artisanale. Nous devons passer à la pêche moderne. La pêche industrielle, la pêche industrielle, la pêche moderne. Et nous avons les lacs, nous avons les fleuves, nous avons les forêts. Pourquoi pas on ne peut pas le faire? Et donc, si nous parlons de l'agro-industrie, il faut considérer que nous devons améliorer la pêche, l'agriculture, mais aussi l'élevage. Mais au niveau de l'agriculture, qu'est-ce que je pense? Et ça, je donne un coup de chapeau au chef de l'État parce qu'avec l'inauguration de cette unité à Bukavu, vers dans les centres agricoles, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est un beau débit. En tout cas, nous les félicitons pour ça. Mais il faut dire ceci. Au niveau de l'agricole, parce que nous devons maintenant essayer de capitaliser sur les potentialités que nous avons chez nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut retourner maintenant dans l'agriculture commerciale. Vous savez, le café, nous étions parmi les plus grands producteurs du café. Et le Robusta, le café, nous produisons beaucoup de café. Nous pouvons produire les cacao. Les cacao dont nous savons que
La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur du monde. Mais nous avons des terres arables que nous pouvons utiliser en Équateur. Je sais, de la grande province de l'Équateur, nous avons encore les anciennes structures, hein, où nous pouvons cultiver le cacao et même essayer de produire la meilleure qualité pour essayer de nous ramener des devises ici chez nous. Mais nous avons aussi les plantes comme le quinquina. Le quinquina au Congo, nous produisions, je me souviens quand je suis né, mon père et ma père me parlaient de quinquina vers le sud Kivu, le nord Kivu. Et le quinquina, c'est une plante médicinale qui aujourd'hui est recherchée par les industries pharmaceutiques. Nous pouvons aussi produire l'huile de palme que nous produisions avant dans le Bas-Congo et dans la province de l'Équateur, même vers Kisangani là-bas, au Zaïre à l'époque, on produisait l'huile de palme. Et donc nous pouvons même produire le coton que nous produisions aussi dans la plaine de la Ruzizi. Et donc il y a au moins 5 à 6 plantes stratégiques sur lesquelles nous pouvons miser nos investissements, et sachant que lorsque ces plantes-là vont produire, nous allons nous situer sur le plan international en tant que grands producteurs. Nous avons la terre arable, nous avons la main-d'œuvre, il manque seulement une volonté politique qui soit accompagnée par des institutions stables et des gens visionnaires. Et donc ça, c'est au niveau de l'agriculture. Oui. Mais maintenant, il faut dire que quand nous parlons des énergies renouvelables ou des ressources renouvelables, parce que les minéraux, comme je vous ai dit, dans 60 ans, on n'aura plus les coltas, on n'aura plus les manganèses, on n'aura plus les minéraux qui nous tuent à l'est du Congo. Mais qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Si aujourd'hui nous pouvons utiliser les ressources que nous gagnons dans nos minéraux pour essayer d'investir dans l'hydro-industrie, c'est-à-dire la production de l'énergie électrique. Nous avons des fleuves, nous avons des lacs, nous avons des rivières, nous avons des affluents que Dieu nous a donnés. Nous pouvons capitaliser sur ça. Et même lorsqu'on parle de Inga phase 3, nous avons le barrage de Ruzizi, 2, 3, 4. On peut même multiplier. Nous avons le barrage de Mobaïmbongo. Je me souviens, à l'époque de Mobutu, on parlait de Mobaïmbongo. Je n'ai jamais été là, mais je sais c'est vers la frontière avec la République centrafricaine. Et donc, nous pouvons non seulement du point de vue énergétique être capables de suppléer la demande locale, des industries locales, mais aussi exporter notre énergie à l'extérieur, qui sera source de beaucoup de devises. Et donc, si vous prenez seulement cet exemple-là, que si l'Angola peut nous donner 12 millions par mois, Congo-Brazzaville 4 millions, je ne sais pas le Rwanda 2 millions, je ne sais pas le Burundi 6 millions, selon la consommation, peut-être le Soudan 16 millions, et vous prenez ça dans une enveloppe, nous n'allons pas nous battre pour un budget de 4 millions. Ça fait la honte de discuter 4 milliards, 7 milliards. On l'a évalué à 10 milliards. Ça, c'est le budget de mon université aux États-Unis. Il faut comprendre que nous sommes en Afrique. Mais je vous dis, une université aux États-Unis a un budget de 4 milliards. Mais quand un pays a la superficie du Congo, une superficie continentale de 2 345 000 km² est en train de discuter sur une... Donc la disproportionnalité, la péréquation, comment est-ce qu'on peut distribuer? Donc vous estimez que les 10 milliards de budget, on parle d'ailleurs d'un chiffre jamais vu, les 10 milliards de budget, c'est rien. C'est insuffisant par rapport à notre superficie, par rapport à la démographie de notre population, par rapport aux besoins urgents de développement. Et donc, nous pouvons dire coup de chapeau parce que vous avez élevé un peu l'assiette, mais il reste beaucoup à faire. Le budget du Congo, mon pays, ne peut pas être moins de 80 à 100 milliards de dollars par an. C'est là que je vois, c'est là que je peux dire, nous allons investir dans tel secteur, nous allons construire des ponts, nous ne pouvons pas dépendre seulement de l'extérieur. Parce que l'économie que nous avons toujours produit, cette économie qui dépend des externalités, où les coûts de matières premières dictent nos budgets, ils dictent nos recettes. Enfin, ça, c'est une économie moyenâgeuse. Ce n'est pas une économie moderne où nous avons nos propres productions et nous y ajoutons la valeur ajoutée telle que les Congolais puissent travailler sur ces produits-là, va les exporter, telle que les Congolais puissent y mettre la main-d'œuvre, leur ingéniosité, leur créativité. Et lorsque si c'est le cacao, si c'est le café, si c'est le caoutchouc, si c'est le manganèse, si c'est le coltan, sort de l'extérieur, le Congo gagne plus parce qu'il aura résolu un problème de chômage également. Ils auront résolu un problème du panier de la ménagère, mais aussi améliorer la qualité de la vie des Congolais. Voilà, M. Patient, vous évoquez des bonnes théories, des très bonnes stratégies. Mais je n'ai pas fini.
parce que j'ai parlé de 4 secteurs, j'ai parlé des secteurs. Mais le voilà. troisième secteur, c'est le secteur de l'hospitalité, où on appelle l'hôtellerie, ou bien le secteur du tourisme. Je vous dis que le secteur du tourisme, c'est un gros, c'est pourquoi on appelle l'industrie touristique. Et pourtant, le ministère du Tourisme ici, c'est un ministère, je dirais, négligé. Lorsque vous avez vu les politiciens négocier sur la composition du gouvernement, dans les ministères dits de souveraineté, on citait plus les budgets, l'économie, les finances, la défense. Le tourisme, personne n'en parlait. Mais si moi je dois être ministre ici, je ne vais pas vous demander le budget, ni l'armée, ni les finances, je vais vous demander seulement le ministère du tourisme. Parce que c'est là que les autres pays ont compris. Vous savez, le Maroc, en 2015, ils ont investi, le roi du Maroc qui a déclaré qu'ils vont investir 10 milliards de dollars pour relancer le secteur du tourisme chez eux. Vous avez le Kenya ici qui vit à 50% de son budget de revenus en provenance du tourisme seulement. Vous avez le Rwanda qui devient aujourd'hui un modèle avec la faune et la flore qui ressemblent à la nôtre, hein, et dont nous possédons des potentialités énormes. Nous avons des volcans, nous avons des vallées, nous avons des montagnes, nous avons des fleuves, nous avons tout ce que les hommes, les gens qui vivent ailleurs peuvent visiter chez nous, mais nous avons négligé ces secteurs. Mais l'industrie hôtelière, il faut que j'ajoute ceci, est très important. Pourquoi? Parce qu'il combine plusieurs, ce qu'on appelle les effets induits à plusieurs multiples. Vous avez la DGM qui va récolter les frais de visa. Vous avez les aéroports qui vont engager des gens et nous permettre de créer peut-être des aérodromes là où les gens vont visiter. Nous avons les chauffeurs taximens, les vendeurs de bikeko, des objets d'art qui vont vendre. Nous avons les restaurants congolais et les menus du Congo. La culture congolaise sera valorisée au travers notre tourisme. Et nous avons aussi une faune et une flore qu'il faut protéger. On ne doit pas continuer à manger les gorilles, on ne doit pas continuer à manger les singes, on ne doit pas continuer à manger les serpents, parce que nous, ce sont des créatures qui vont nous apporter l'argent. Et donc la protection de l'environnement entre également dans le tourisme, dans le secteur du tourisme, qui peut nous amener des millions et des millions de dollars. Et donc le débat qui se passe au Parlement pour le moment, pour dire où est-ce qu'on va trouver, parce que le budget est prévisionnel, où est-ce qu'on va trouver cet argent pour combler les déficits budgétaires. Mais voici, les secteurs sont là, mais personne ne s'y intéresse, personne ne peut y investir. Nous devons avoir une hôtellerie de grande classe où les gens vont travailler, et c'est comme ça qu'on peut résorber tous ces chômeurs. Et je termine avec le dernier secteur qui en fait complimente l'agro-industrie, complimente l'hydro-énergie et complimente le tourisme, c'est les infrastructures. Monsieur Hervé, nous ne pouvons pas prétendre nous développer ou bien créer des centres de développement agricole sans qu'il y ait des infrastructures d'évacuation de nos produits, les infrastructures de traitement de nos produits. Et donc, j'estime que ce sont des programmes qu'on appelle concomitants. Ils doivent aller ensemble. Et les investissements dans l'agriculture, et les investissements dans l'agro-industrie, et les investissements dans l'hydroénergie doivent être combinés par les infrastructures de base, en fait que le peuple soit capable de se déplacer, de déplacer les marchandises, mais aussi, lorsque nous transformons les produits, nous devons être capables de les acheminer vers le marché extérieur. Parce que c'est là la source, le secret des devises que nous pouvons obtenir et garder nos minéraux. Parce que nos minéraux vont s'épuiser très bientôt, M. Hervé. Je pense que vous réfléchissez avec moi en tant que patriote. Vous allez, vos enfants et nos enfants, qu'est-ce que nous leur dirons lorsqu'ils vont nous dire, papa, qu'est-ce que c'est le coltan? Qu'est-ce que c'est la manganèse? Qu'est-ce que c'est le cobalt? Où est-ce que vous avez mis notre cobalt? Parce que dans 30 ans, 50 ans, ces gisements vont s'épuiser. C'est pourquoi nous parlons, même aux États-Unis, d'investir dans les ressources renouvelables. Et le peu que les États-Unis ont comme ressources, ils les gardent comme réserve. Ils ne veulent pas les exploiter. Parce que demain ou après-demain, le Congo devra aussi investir dans l'exploration de l'espace. Où est-ce que nous allons à Chine pour leur demander ce qu'ils ont pris chez nous? Ça ne sera pas possible. Nous irons au Canada pour leur demander ce qu'ils ont pris chez nous. Ça ne sera pas possible. Chaque pays est en train de garder sa réserve stratégique pour s'inscrire dans la logique du XXIe siècle, parce que où maintenant, c'est l'exploration de l'espace, c'est le fusée, c'est l'aéronautique, ce sont les armes spéciales qui seront construites, et le Congo en a les ressources aujourd'hui. Malheureusement,
nous ne sommes pas de bons gestionnaires de nos ressources. Voilà, vous avez évoqué plusieurs stratégies ici, vous avez formulé plusieurs propositions, mais est-ce que vous avez tenu compte aussi de la corruption qui est érigée aujourd'hui en mode de gestion? On parle de l'affaire rétrocommission. Est-ce qu'au regard de tous ces mots, vous pensez vraiment que l'économie de la République démocratique du Congo peut facilement décoller? Monsieur Hervé, l'économie du Congo peut démarrer. Et il peut démarrer si et seulement si le chef de l'État, il s'inscrit dans la logique de la lutte contre la corruption, il s'inscrit dans la logique d'arrêter la vente de nos ressources à l'extérieur, mais aussi de diversifier notre économie. Il prend en charge et il nomme des magistrats, il nomme des juges capables de taper sur la table et de dire quiconque est attrapé en flagrance délit, il doit répondre devant les lois de la République. Je pense que c'est un petit problème. Un voleur, on ne doit pas chercher le petit poisson. Pour le Congo, il faut aller derrière les gros poissons. Et on les connaît et on sait comment les dévisquer. Hein? Les gros poissons. Ces PDG, ces ministres, ces généraux, ces gens-là qui se construisent des maisons. Où est-ce que vous avez vu un pays, je dis bien un pays comme un pays dans le monde, où ce sont les politiciens qui sont les plus riches, où ce sont les généraux qui sont les propriétaires des immobiliers? Non, mais je pense que nous avons inversé. C'est au contraire les commerçants qui sont les plus riches. Et puis, la classe moyenne, nous n'avons pas une classe moyenne. La classe moyenne, c'est la classe des travailleurs, des ingénieurs, des professeurs d'université, des médecins, partout ailleurs, la classe moyenne. Mais nous n'avons pas la classe moyenne. Nous avons seulement les riches, qui est formé par la plupart des politiciens, et nous avons les pauvres qui n'ont rien absolument, et ça c'est 90% de la population. Maintenant, il faut que cette politique agricole, cette politique de l'énergie hydraulique, cette politique de la politique du tourisme s'inscrivent dans la vision du chef de l'État et dans la vision du chef de l'État qui veut combattre la corruption à tous les niveaux. Mais il faut commencer par la combattre au niveau du sommet. Parce que lorsque 2, 3 personnes seront prises en flagrance délit et seront punies selon les lois de la République, alors ceux qui sont au bas de l'échelle ne vont pas le faire. Alors vous évoquez la diversification de l'économie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que notre économie n'est pas diversifiée? Non, mais donne-moi les faits. Le produit intérieur brut qui mesure la création de richesses et qui mesure le produit ou bien qui ont été produits et les services produits sur l'étendue de la République durant une année. Mais quand vous regardez la nomenclature de notre économie, on vous cite le cobalt, on vous cite quel minerai encore? Le cobalt, on vous cite les zinc, on vous cite le minerai, c'est 90% de minerais. C'est-à-dire, nous sommes une économie monoclature, hein, plutôt qu'une économie diversifiée. Et là, j'ajoute ce qui est très important. Et lorsque vous regardez dans la nomenclature de l'économie congolaise, la place du bois congolais, combien il nous rapporte par an, vous trouvez ces 0,001%. C'est-à-dire que nous sommes en train de perdre notre forêt, nous sommes en train de perdre notre bois, pendant que la contribution dans le produit intérieur brut et même dans le budget de l'État est presque nulle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux que le chef de l'État puisse signer un moratoire mettant fin, absolument mettant fin à l'exploitation de notre forêt, la forêt équatoriale, à notre bois. Seulement pour des raisons artisanales, on peut continuer, mais pour des raisons d'exportation, on élimine ça. Et nous pouvons négocier avec l'Organisation mondiale de l'environnement, nous pouvons négocier avec les Nations unies pour qu'ils puissent nous rétrocéder. En contrepartie, on peut créer un système de compensations écologiques dans lesquelles nous nous retrouvons pour avoir protégé notre forêt. Sachez bien que la forêt de l'Amazonie est à moitié volée et c'est volé en fumée. Et donc, nous n'avons que la forêt équatoriale maintenant qu'il faut protéger. Et nous ne pouvons pas accepter que les Chinois, les Japonais, je ne sais pas qui, viennent et coupent tous nos arbres et les amènent chez eux. Et nous, maintenant, à Kinshasa, nous commençons à sentir même le réchauffement climatique à Kinshasa. Mais je vous dis, avec l'augmentation de la température, avec le coupage des arbres, nous avons commencé à sentir même la carence de l'oxygène dans certains quartiers de Kinshasa. Allez à Bandal, quand il est 14h, 15h. Mais il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'oxygène. Nous commençons à faire la compétition avec les insectes et les animaux parce qu'eux aussi doivent respirer. Qui va respirer mieux que l'autre?
Mais mon frère, je pense que le problème du Congo, je ne suis pas un aventurier, je pense que c'est quelque chose que nous pouvons résoudre. Nous avons des têtes bien passantes et nous avons besoin des institutions qui nous garantissent la sécurité pour qu'on résolve ces problèmes du Congo. Tu sais, avec les Nations Unies, on peut avoir combien par an si seulement nous protégeons notre forêt? Nous pouvons avoir même 10 fois, 20 fois plus l'argent qu'ils peuvent nous donner en contrepartie de leur protection. Ce sont ces mêmes pays qui composent les Nations Unies qui viennent exploiter illégalement la forêt ici. Non, mais encore, c'est ce que je vous dis, c'est la naïveté de nos autorités, c'est la naïveté de nos institutions qui les permettent, parce qu'ils ne viennent pas avec des bulldozers et des machines, ils coupent des mains. C'est lorsqu'ils vont au ministère de l'Environnement, on signe un document, on leur donne 1 million, on signe un document, on va ici, on signe, et finalement, ils se retrouvent là-bas. Ils sont en train de couper à grande vitesse, parce que pour eux, ce sont des capitalistes, il faut exploiter au maximum. Même chose avec les Chinois, lorsqu'ils se sont retrouvés avec notre cobalt, ils ont commencé à exploiter à grande vitesse. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer leur arsenal militaire, ils veulent créer leur réserve mondiale pour essayer de challenger certains pays du monde du point de vue économique. Mais qui manque, qui perd? C'est toujours le peuple congolais qui perd. Mais je vous dis, mon frère, si nous organisons les 4 secteurs dont je citais ici, nous pouvons résorber au moins 50% de ce chômage. Et nous pouvons être capables d'augmenter notre budget même à plus de 50%. Tripler, quadrupler, même centupler notre budget. Le budget actuellement qui est autour de 10 milliards, nous pouvons aller même à 50 milliards. Je ne dis pas en un jour, parce qu'il faut planter les cacao, être capable de l'exploiter. Il faut planter les palmiers d'huile. Et tu sais, nous étions parmi les grands producteurs de l'huile de palme dans les années 60. Ce n'est pas une information que je vous donne, vous le savez bien pour avoir été à l'université. Mais aujourd'hui, la Malaisie nous a volé notre place. Pourquoi? Parce qu'ils ont adopté. C'est un arbre qui pousse très bien dans toutes les conditions. Et aujourd'hui, ils fournissent même l'huile de palme aux États-Unis où moi je vis. Je vous informe. Mais nous pouvons changer la donne parce que nous avons des étendus, nous avons des agronomes, mais c'est cette volonté politique qui doit s'inscrire dans la logique de notre gouvernement et la vision du chef de l'État pour que nous puissions dire enough is enough, trop c'est trop. Maintenant, le Congo doit assurer son autonomie agricole, son autonomie financière, mais aussi l'alimentation pour pallier à l'insuffisance de la demande locale. Alors, vous évoquez la volonté politique. Est-ce que les problèmes du Congo, c'est beaucoup plus lié à la politique ou à l'économie tout court? Mais je vous dis, c'est d'abord la volonté politique qui conduit la volonté économique. Lorsque vous avez un chef de l'État qui est défaillant, je dis bien, vous aurez des institutions qui sont défaillantes et ces institutions-là vont mettre au monde des enfants qui sont des inaptes, c'est-à-dire des fonctionnaires qui ne fonctionnent pas selon le modèle de l'administration, des gens qui sont corrompus. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons rompre les paradigmes. Je pense qu'il faut une rupture totale avec l'ancien système, c'est ce que je me répète, l'ancien système économique qui était basé sur les ressources non renouvelables, les ressources épuisables et les minéraux qui sont déjà en train de nous causer des problèmes à l'est et sur toutes nos frontières. Si nous changeons la donne et nous disons, comme le chef de l'État a dit à Bukavu, que nous devons diversifier notre économie, notamment dans l'agriculture. Vous savez, Hervé, dans les années, je pense que je n'étais pas encore né, mais on exploitait déjà les coton dans la plaine de la Ruzizi. Nous étions parmi les plus grands producteurs du coton au Congo. La plaine de la Ruzizi aujourd'hui, elle est inexploitable, elle est là-bas comme ça. Ce sont des richesses que nous sommes en train de perdre. Aujourd'hui, nous avons le problème si le ministère du Commerce extérieur prend la décision de dire nous allons investir dans les cacao, dans les palmiers à huile, dans les cafés, dans la production de café, et les cotons, peut-être aussi 2-3 cultures, et nous allons nous spécialiser dans ces cultures-là pour nous permettre d'obtenir les devises, et avec la rentrée des devises dans notre pays, nous allons stabiliser les marchés d'échange, nous allons stabiliser le marché d'échange, nous allons améliorer les conditions de vie des Congolais, nous avons amélioré le pouvoir d'achat des Congolais, et donc voici les retombées économiques, et nous allons même parler de la croissance économique. Le produit intérieur brut va s'accroître, et s'accroître, et s'accroître. Et c'est ça ce que nous voulons voir avec le gouvernement de notre président Félix Tshisekedi. Une croissance économique qui a des retombées positives sur les vies et les vies des Congolais et des Congolaises.
Est-ce que pensez-vous aujourd'hui que, comme certains Congolais de la diaspora l'expriment, que les prix de notre douane constituent aussi un frein au développement de notre économie? C'est toute la nomenclature là, héritée du colonialisme et du post-colonialisme, du moboutisme, du kabylisme qu'il faut détruire, qu'il faut changer. C'est-à-dire, lorsque je parle du changement du paradigme, c'est-à-dire, nous devons changer de direction. Nous étions dans cette direction, maintenant on regarde dans l'autre direction. Et donc, vous voyez, nous avons la douane la plus chère au monde. Moi-même, j'en ai l'expérience. J'ai amené un conteneur en 2009 ici. J'en ai sué pour avoir les conteneurs des douaniers. On m'a parlé des histoires que je ne peux pas vous dire. C'est un dossier de 200 pages que j'ai réussi à Matadi. Vous avez le billet d'avion le plus cher du monde, si vous ne saviez pas. Lorsque vous cliquez descendre en Angola, c'est 1200. Lorsque vous cliquez descendre à Kinshasa, ça devient 1800 ou bien $2000. Vous avez le visa le plus cher au monde. À l'aéroport, bien sûr, j'ai payé $95 pour le premier mois. Mais lorsque j'ai renouvelé les 3 mois pour que je reste ici, j'ai dépensé plus de $400. Et donc, il y a des histoires sur lesquelles nous pouvons jouer. Vous avez le passeport le plus cher au monde. Tout est cher. Et la vie à Kinshasa est devenue intenable pour mes frères quinois et quinoises. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons créé des conditions telles que tout le monde a quitté les villages parce que là-bas c'est invivable, ou bien il n'y a pas des infrastructures, ou bien il n'y a pas même des services du gouvernement. Tout le monde est venu à Kinshasa. Et cette population... C'est un avantage ou c'est un danger pour l'économie? C'est un danger permanent. C'est une bombe à retardement, monsieur, je vous parle en tant qu'économiste, pour l'économie congolaise. Pourquoi une bombe à retardement? Parce que tous ces gens qui sont venus ici, nous n'avons pas de structure d'encadrement, nous n'avons pas de structure de les embaucher, nous n'avons pas de travaux pour eux, nous n'avons pas de maisons pour les loger, nous n'avons même pas la production locale en termes de nourriture agricole pour essayer de les nourrir. Et donc, vous voyez maintenant, les gens se sont lancés dans les activités de survivance, ce que j'appelle le secteur informel. Et donc, le secteur informel, c'est ce qui est devenu le secteur de notre économie, plutôt que le secteur formel. Et donc, voici le danger. Et je pense que lorsque je parle du secteur agricole, avec la pêche, avec la pêche, avec l'élevage, l'agriculture, lorsque je parle de l'industrie touristique, je vois déjà les milliers ruraux qui sont tentés de recevoir les retombées économiques de tous ces investissements, mais aussi des jeunes gens à partir de là qui n'auront plus besoin de venir en ville. Ils peuvent être là-bas et travailler dans leur village. Parce que le tourisme, ça ne se fait pas en ville. Le tourisme se fait beaucoup plus dans les villages, dans les parcs, dans les, dans des centres où il y a des monuments, hein. Et nous avons tout ça, nous avons des montagnes, nous avons des collines où tous ces jeunes gens peuvent être embauchés dans l'industrie touristique. Même s'il est chauffeur, même s'il est guide, même s'il travaille dans la protection de l'environnement, même s'il est là-bas comme il prépare sa nourriture comme restaurateur et les gens viennent manger là-bas. Parce que les gens qui sont à Mayombe ne viendront pas manger à Kinshasa. Ils vont manger à Mayombe, il faut créer des infrastructures là-bas, il faut créer des hôtels là-bas. Et donc, ça c'est une politique réelle. Mon frère, une politique qui est basée sur les ressources renouvelables et dont certains pays ont excédé, comme la Tanzanie, le Kenya, maintenant le Rwanda. Même la Gambie est en train de faire un effort. Ils sont en train de créer des aérodromes, des aéroports et même des structures d'accueil pour les visiteurs extérieurs. Et donc, si nous pouvons réduire les conditions de visite au Congo, le visa pour entrer au Congo, et voici, c'est parmi les choses que vous avez citées et qui peuvent faciliter l'émergence d'une nouvelle économie du XXIe siècle. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais une dernière question, une dernière préoccupation avant de vous laisser. Est-ce que la réduction des prix de tout ce que vous avez évoqué ici, douane, passeport, visa, ne va-t-il pas influencer négativement aussi notre économie? Mais c'est-à-dire, mon frère, il faut parler en termes de la théorie de la compensation. C'est-à-dire, d'un côté nous perdons, de l'autre côté nous gagnons. C'est-à-dire, lorsque vous avez 1 million de visiteurs au Congo, les 1 million de visiteurs vont loger dans vos hôtels,
Les 1 million de visiteurs vont louer vos taxis. Les 1 million de visiteurs vont utiliser vos toilettes. Les 1 million de visiteurs vont prendre des photos. Ils vont manger. Vous savez combien d'argent ils vont laisser chez vous? C'est plus que le prix de vos fils. Ils vont laisser des milliards ici, mon frère. Je vous dis, même à Washington, si vous visitez la ville comme la ville de New York, vous verrez là-bas qu'à ce moment, pendant l'été, il y a des millions et des millions. Je ne sais même pas, il faut maintenant utiliser Google pour quantifier le nombre de gens qui visitent là-bas. Vous allez en Tanzanie ou bien au Kenya où les gens visitent, vont voir seulement les lions, les léopards ou bien les éléphants. Les animaux que nous possédons ici, que nous sommes incapables de protéger aujourd'hui contre le braconnage. Mais si on s'inscrit dans cette logique-là, c'est pourquoi je disais que le ministère du Tourisme est plus important que le ministère des Finances, parce que les finances, lui, il va dépendre de nous. C'est nous qui allons amener les inputs inside. Les gens viennent ici, ils dépensent ici, et le ministère des Finances se retrouve parce qu'il y aura la taxe, il y aura des frais que les gens vont payer, mais aussi, tout le monde va se retrouver. Pourquoi? Parce que l'économie va remonter la pente. Et donc, c'est très important. Voilà, l'émission est terminée. Monsieur Patient, vous allez regarder la caméra devant vous. Vous allez d'abord vous résumer, puis, si possible, vous allez donner votre numéro de téléphone à tous ces Congolais qui, je rappelle, ont cherché à vous joindre après votre intervention ici sur la DV Loterie. Adressez-vous à tous ces Congolais. Et donc, pour le moment, je ne peux que m'adresser à mon gouvernement, le gouvernement congolais, et au chef de l'État, que je respecte beaucoup, Félix Tshilombo Tshisekedi. Et donc, nous pensons que nous avons notre expertise que nous apportons au pays pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons non seulement obtenir la rupture avec l'ancien système, avec les anciennes structures héritées de la colonisation et même de post-colonisation, pour relancer notre économie. Et pour relancer notre économie, nous avons pensé que les 4 secteurs clés, c'était beaucoup plus l'agro-industrie, qui est basée sur la pêche, l'agriculture et l'élevage, mais aussi sur les plantes que nous pouvons exporter comme le café, le cacao, j'ai cité aussi le palmier à huile, j'ai cité aussi le coton, certaines plantes qui se portent très bien sur le marché mondial où nous pouvons essayer de négocier un prix important et apporter les devises dans notre pays. On aura résolu le problème de la malnutrition au pays, le problème de la carence et des prix, mais aussi on aura des devises qui vont entrer au pays. Je parlais des sources d'énergie, notamment l'hydroélectrique, où nous possédons des potentialités énormes, où nous pouvons exporter notre énergie dans des pays voisins, et même au-delà de l'Afrique, et obtenir, comme on a le système de guichet unique, où ces gens-là vont verser notre argent dans un compte, je ne sais pas si c'est la Banque africaine de développement, où ils vont verser cet argent, et cet argent entre dans le compte du Congo. Et donc, on n'aura plus à se plaindre pour 7-8 milliards de dollars comme budget d'un pays aussi colossal que la République démocratique du Congo. Je parlais du tourisme, un secteur clé sur lequel beaucoup de pays, même les pays développés, même les pays asiatiques aujourd'hui, ils ont misé compte tenu du fait que c'est l'argent gratuit que vous recevez pour que les gens visitent vos monuments. Nous n'avons pas assez beaucoup, mais nous avons des sites que les visiteurs peuvent visiter ici. Nous avons des affluents, nous avons des fleuves, nous avons des montagnes, nous avons des vallées, nous avons des monuments que les gens peuvent visiter ici, à condition que le gouvernement garantisse la stabilité des institutions pour que les gens se sentent en sécurité, mais aussi la sécurité des biens et la sécurité des biens et des personnes ici au Congo. Et je terminé par dire que ces 3 secteurs doivent être combinés par l'investissement dans les infrastructures dont nous avons besoin en fait de transformer non seulement nos produits ici et les acheminer à l'extérieur comme des produits finis avec une valeur ajoutée certaine, mais aussi les infrastructures qui permettront à ce que les gens circulent et que les investisseurs qui viendront chez nous puissent être capables d'aller d'un bout à l'autre à moindre coût, et cela va amener notre économie à se réveiller. Parce que notre économie n'a pas encore décollé, nous sommes encore au niveau embryonnaire où l'économie est encore stationnaire. Je pense que il faut créer les conditions de démarrage. Un avion ne peut que démarrer avant de décoller. Et lorsque le démarrage peut se faire pendant le premier mandat du président Félix, et lorsque nous arrivons au deuxième mandat, certainement l'économie congolaise peut démarrer sur base de
sur de nouvelles bases qui sont basées sur l'écologie, le respect de l'environnement, mais aussi l'exploitation des opportunités et des ressources renouvelables dont le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous a donné dans notre pays. Et donc, je pense que c'est tout ce qu'il peut dire. Vous avez oublié de donner votre numéro de téléphone. Non, mon numéro de téléphone, pour ceux-là qui sont à Kinshasa, c'est 085 89 75 475. Je répète mon numéro de téléphone pour ceux-là qui ont des questions sur la loterie, une émission que j'ai animée ici, c'est 085 89 75 479. Et mon nom, c'est Patient Katabana Baraka. Je vous remercie. Monsieur Patient, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, monsieur Hervé. C'est un plaisir d'être dans votre chaîne encore. Merci beaucoup. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Si vous l'avez aimé, un grand merci au nouveau patron de la réalisation, Néhémie Nems, qui a tout fait seul, en tout cas, au moins était là en train d'observer. Merci également au financier de l'entreprise, monsieur Jérémy Maïkandi, dont la calvitie ne fait qu'avancer, je ne sais pourquoi. Prochain rendez-vous, à très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Au revoir.